L'invité du 13h15, Roch-Marc Christian Kaboré, est de retour de Cotonou au Bénin. Le président du Faso a pris part à 2 rencontres au sommet importantes pour le Burkina. D'abord, celle des pays membres de l'UEMOA et de l'autorité du bassin du Niger. Des décisions importantes sur les facilités en matière d'échanges commerciaux, mais aussi de la paix et la sécurité dans la sous-région. Les conclusions des 2 rencontres dans cette édition. Et puis à Kokolo, un village situé dans la sphère d'influence du barrage de Soum dans le Boulkemde, la maraîchiculture occupe principalement les jeunes. Mais le problème, le périmètre exploité n'a pas encore été aménagé comme prévu et les producteurs peinent à écouler leurs produits. Constat sur place d'une de nos équipes. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Le président du Faso est rentré hier en fin de soirée de Cotonou au Bénin où il a pris part aux travaux du 19e sommet de l'UEMOA. Roch-Marc Christian Kaboré et ses pairs de l'espace communautaire ont pris la décision de proroger le mandat des commissaires et du président de la commission de l'UEMOA pour 6 mois. Les chefs d'État ont également décidé du renforcement du processus d'intégration. C'est Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire qui a été élu à la tête de la conférence des chefs d'État. Le président ivoirien qui s'engage à œuvrer à l'accélération de l'intégration et d'offrir les facilités en matière d'échanges commerciaux. Il promet aussi travailler à instaurer la paix et la sécurité dans l'espace communautaire. Retour sur les conclusions de la rencontre avec Godefroy Bazier et Jean-Eudes Bayala. À Cotonou, les chefs d'État et de gouvernement ont donné une sorte de lenga aux commissaires et au président de la commission de l'UEMOA. Leur mandat a été prorogé jusqu'au prochain sommet qui verra le Niger prendre la présidence de la commission. Ce consensus trouvé, toutes les autres questions étaient moins délicates à traiter. La présidence en exercice de la conférence des chefs d'État a été confiée à Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire. Les chefs d'État ont adopté de nombreuses mesures allant dans le sens du renforcement du processus d'intégration à travers la mise en œuvre de chantiers. La crise que traverse la Cour de justice de l'UEMOA depuis 2 ans a été évoquée et les propositions émises par un haut comité mis en place ont été adoptées par la conférence. Les chefs d'État ont décidé d'assumer leurs responsabilités en rappelant, je dirais, tous les magistrats qui avaient été désignés à cette Cour de justice et en procédant à leur renouvellement. Je pense qu'il est inadmissible que des dossiers traînent au niveau de cette Cour, n'ait pas de solution. Il est inadmissible que des magistrats eux-mêmes ne respectent pas leurs textes et se mettent dans un mouvement qui paralyse l'organisation depuis 2014 pratiquement. Et de ce point de vue-là, en tout cas, les chefs d'État ont été fermes là-dessus et je crois que nous avons signé un acte qui doit permettre de changer tout ce qui était là-bas et permettre à l'institution de jouer son rôle. La stabilité financière dans l'Union et la réglementation du secteur de la monnaie électronique ont été passées au peigne fin. L'UEMOA a lancé une étude sur la rationalisation des institutions de l'Union monétaire ouest-africaine. Ces études sont en cours, ne sont pas encore terminées. L'objectif étant de réduire les dépenses et les charges que chaque État porte pour supporter l'UEMOA. Donc, ces études étant en cours, nous avons eu à faire simplement un point à mi-parcours du travail qui est fait par les experts. Et ce travail sera terminé pour le mois de février, le temps de permettre à ce que, effectivement, nous puissions prendre des décisions. À Cotonou, la sous-région s'est félicitée des processus électoraux qui sont déroulés de manière satisfaisante au Togo, en Côte d'Ivoire et au Burkina. Au cours de ce sommet, le Burkina Faso a été beaucoup salué, tant du point de vue de sa transition que du point de vue de l'élection transparente qui a été organisée. Et ce qui est une fierté, en tout cas pour notre pays. Cette première sortie a permis au président Roch-Marc Christian Kaboré de défendre sa vision des mieux-être des peuples.
Dans l'après-midi du 8 janvier 2016, les chefs d'État du Tchad et du Nigeria ont rejoint les chefs d'État de l'espace UEMOA pour un sommet des pays membres de l'autorité du bassin du Niger. Il est question ici de collaboration entre les deux organisations, à savoir l'UEMOA et le bassin du Niger pour sauver le fleuve Niger. Des détails avec Godefroy Bazier et Jean-Eudes Bayala. Dans l'après-midi, les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA ont été rejoints par les présidents tchadiens Idriss Déby et nigériens Muhammadu Buhari pour examiner les moyens de sauver le bassin du fleuve Niger qui intéresse 9 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et ce 11e sommet de l'ABN n'a pas lésiné sur les moyens humains et financiers en adoptant un plan opérationnel qui s'étend sur 10 ans. Ce plan opérationnel va nous permettre de réaliser des grands investissements sur le bassin. Donc il a été adopté et ce plan opérationnel, la nouveauté c'est qu'il intègre le PIC, c'est-à-dire le plan d'investissement climat que nous avons défendu lors de la COP21 à Paris. Nous avons avec l'ensemble des États membres de l'ABN élaboré le plan d'investissement climat. Mais il fallait, dans le cadre de l'opérationnalisation du plan stratégique, faire en sorte que le plan opérationnel et le plan d'investissement PIC ne soient pas deux documents séparés. Mobiliser plus de 4 000 milliards de francs CFA pour remettre à flot le fleuve Niger ne sera pas du tout repos. Un effort supplémentaire est demandé aux États membres de l'ABN pour une contribution de 10% du budget pour la réalisation de cet important investissement. Il faut réunir une réunion de bailleurs de fonds pour déjà discuter de ces questions. Mais il est prévu également que les États fassent un effort, puisque c'est un programme qui doit se dérouler de 2016 à 2024. Donc un effort de 10% doit être fait pour apporter la part des États à la contribution de l'exécution de ce programme. Nous avons dit qu'il était important quand même que nous regardions encore une fois ces montants que nous voulons apporter pour être sûrs que nous allons respecter nos engagements en la matière. Le secrétariat exécutif de l'ABN a été confié au Tchad et la présidence en exercice au président Muhammadu Buhari du Nigeria. À Cotonou, l'Afrique de l'Ouest et du Centre a commencé 2016 par la prise de mesures énergiques pour relancer son économie. Le schéma d'aménagement et de développement durable de la zone d'influence de l'aéroport de Donsin fait l'objet d'un examen à Ouagadougou. C'est la Commission nationale d'aménagement et de développement durable qui a voulu voir clair dans son contenu. Hier, en session extraordinaire, la Commission s'est penchée sur les propositions tendant à permettre l'aéroport de s'installer comme il se doit, mais aussi aux populations riveraines de pouvoir continuer des activités de production. Plus de détails avec Kadissa Nogo. Pour parvenir à une gestion durable d'un espace, il importe au préalable de l'aménager de façon cohérente, harmonieuse et intégrée. Conscient de ce principe, le gouvernement du Burkina Faso a entrepris depuis l'année 2000 le projet de construction de l'aéroport de Donsin. Dans le cadre de la réalisation de sa mission, la Direction générale de la maîtrise d'ouvrage de Donsin a entrepris l'élaboration d'un schéma directeur d'aménagement et de développement durable de la zone d'influence de l'aéroport de Donsin. L'objectif visé par cette session est d'examiner et d'adopter le schéma directeur. Cela est d'importance parce que pour l'utilisation de notre territoire national, la loi prévoit des schémas d'aménagement du territoire. Ces schémas doivent être en cohérence entre eux et les schémas de niveau inférieur doivent être conformes aux orientations des schémas de niveau supérieur. Donc la tâche aujourd'hui principale, c'est de s'assurer que les orientations de cet instrument qu'on va examiner aujourd'hui sont conformes aux orientations du schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire, qui est le schéma fondamental au Burkina Faso. Les participants vont approfondir la réflexion sur la prise en compte des droits fonciers des personnes affectées par le projet et formuler des observations à même de garantir la cohérence et l'opérationnalité du schéma. Le barrage de Soum dans le Boulkiemdé est le plus grand de la province avec une capacité de stockage de 103 millions de mètres cubes d'eau. Il demeure un espoir pour les populations de la localité qui mènent des activités diverses autour. Kokolo est un village dans la zone d'influence du barrage et là-bas, la maraîchiculture est actuellement la principale activité
qui occupe les jeunes, même si les périmètres exploités n'ont pas encore été aménagés comme prévu. Et à cela s'ajoute le problème d'écoulement de la production. Focus sur l'activité avec Draman Dadjan et Isaka Ouedraogo. Kokolo à l'aube. Adama Kafando est agropasteur. Et depuis la réalisation du barrage de Soum, il s'adonne également à la maraîchiculture. Une activité qui occupe la quasi-totalité des jeunes de Kokolo, son village, situé de part et d'autre du barrage. On profite du barrage pour la maraîchiculture. Nous produisons de la tomate, des oignons et même du gombo. Tout au long du barrage, des champs de tomates à perte de vue. Des tomates prêtes à la récolte, mais l'écoulement pose problème. Nos tomates sont bien mûres, mais pas d'acheteurs. Des Ghanéens viennent parfois acheter, mais ce sont eux qui fixent les prix. Ça ne nous arrange pas, mais on est obligé de faire avec. L'écoulement pose vraiment problème. Nous demandons de l'aide. Pour les producteurs de Kokolo, cela s'explique par l'enclavement du village. Un seul producteur peut se retrouver avec plus de 100 caisses de tomates. Il ne peut donc pas les amener en ville à vélo. Autre préoccupation, ici la production se fait de façon artisanale, sans le moindre aménagement en effet. Chacun y mène son activité à sa guise. Donc, nous creusons des caniveaux pour l'irrigation. L'aménagement prévu n'est pas encore arrivé ici. Pas de grillage et nous sommes confrontés à la divagation des animaux. Un projet d'aménagement du périmètre irrigué du barrage de Soum est en cours. Le lancement est intervenu en mars 2009. Mais en attendant, le barrage est menacé d'ensablement par endroits et les maraîchers toujours à la poursuite de la ressource eau. À Dori, dans le Sahel du Burkina, les charrettes à traction animale jouent un rôle important dans le transport des marchandises et même des personnes dans une ville où les taxis se font désirer. Pour les habitants de la ville, le recours à la charrette à traction animale n'est pas un fait nouveau, mais il a bien suscité la curiosité d'Aboubacar Sagnon et de Amadou Ilboudou. Nous sommes vendredi, jour de marché de Dori. La gare routière et le grand marché de la ville grouillent de monde. Ici, pas besoin de chercher un taximan pour le transport des bagages et des marchandises. C'est une tâche réservée aux charretiers. Les charrettes, on les croise à tous les coins de rue, aux abords du grand marché, comme à l'intérieur de la ville. Tractées par des ânes, elles transportent tout. Les effets personnels, le bois de chauffe, les sacs de céréales, de fruits et de légumes, le foin et même les animaux. Les marchandises là, c'est pour la vieille qui est dans le marché. Elle s'appelle Namokere. Et puis si j'amène ça au marché, je prends 200 francs. Je ne peux pas compter les voyages que je peux faire, mais je peux gagner par jour 4 000 francs ou 5 000 francs comme ça. Pour les clients, les raisons de l'utilisation des charrettes sont économiques. Mais je viens de quitter Aguarum comme ça. Bon, moi j'ai chargé mes bagages sur la charrette parce que bon, souvent les charretiers là c'est moins cher par rapport au tricycle là. Voilà. Comme ça c'est combien par exemple? Bon, ça ne dépasse pas 300. Bon, ça dépend du prix que vous entendez quoi. Il peut dire 300 comme 400 ou 350 comme ça. Pourtant si c'est les tricycles là, ils peuvent te dire 1000 francs ou ils peuvent te dire 750. Les charrettes à Dori et ses environs sont aussi un moyen de transport des hommes. Les charrettes ici, c'est un moyen de locomotion et un moyen de transport vraiment très sérieux. C'est ce qu'on a le plus même pour faire notre transport ici. Donc tous les villages qui sont jusqu'à 42 km ont des charrettes et la plupart du temps, le vendredi, ils sont à Dori. Sinon même à Dori, vraiment, je ne pense pas qu'il y ait une seule maison où il n'y a pas une charrette. C'est un peu difficile.
Selon les habitants de Dori, l'utilisation des charrettes comme moyen de transport des hommes et des marchandises existe depuis des centaines d'années et à les entendre, ce mode de transport n'est pas prêt à disparaître malgré la présence de moyens de transport motorisés. Si l'on peut reprocher aux charrettes d'être moins rapides et d'être encombrantes dans la circulation, elles ont l'avantage d'être un moyen de transport écologique car elles n'émettent aucun gaz à effet de serre, un plus pour l'environnement et la santé humaine. Voilà une transition toute trouvée. Sodigaz, une société de distribution de gaz au Burkina, a construit un centre de remplissage à Balolé, à quelques encablures de Ouagadougou. Selon l'entreprise, le centre a une capacité de remplissage de 50 tonnes de bouteilles de gaz par jour. Et ses responsables sont allés hier montrer ses possibilités aux journalistes. Aimé Soulage Guigman faisait partie de la visite guidée, son compte rendu. 50 tonnes de bouteilles de gaz butane de 3 kg et plus pourraient sortir quotidiennement de ce centre de remplissage mis en place par la société de distribution de gaz, Sodigaz, si le gouvernement donnait le feu vert pour son opérationnalisation. La raison avancée par le gouvernement pour ne pas autoriser cette production est le manque d'aide de stockage. Nous avons dit, comme vous avez pu le constater, cette unité, nous ne faisons pas de stockage. Les citernes se connectent directement et on remplit les bouteilles. C'est une unité d'appoint pour au moins soutenir la production qui est celle de l'État pendant les périodes de forte consommation. Et on profite aussi d'interpeller les nouvelles autorités qui viennent pour qu'elles puissent du moins jouer leur rôle pour que vraiment nous puissions mettre fin à la souffrance des populations pour avoir du gaz. Installé à Balolé, à 20 km de Ouagadougou, ce centre de production est doté d'un local technique en énergie, d'un poste de contrôle, d'un dépotage, d'un bâtiment administratif et de 8 postes de remplissage, dont 7 postes de 12, 6 et 3 kg à robinet et à vanne, fonctionnant sur un système pneumatique avec les normes de sécurité requises. Nous sommes dans une zone quand même à risque. Donc nous avons évité tout autre système où il y a des frottements. Qui parle de frottement parle d'échauffement également. Donc voilà pourquoi on a priorisé le système pneumatique ici, où il n'y a pas de frottement, il n'y a pas d'échauffement pour le fonctionnement de nos différentes machines. Le coffret que nous avions ici, c'est le coffret typiquement anti-explosion qui nous aide vraiment à prévenir contre toute éventualité ici. Cette unité de production a été mise en place depuis juillet 2015 suite à la pénurie de gaz de décembre 2014 et janvier 2015 pour appuyer la production de la Sonabi. Tout autre chose à présent, l'unité d'action syndicale ouvre un débat sur le syndicalisme et la politique. C'était à l'occasion d'une conférence publique hier à Ouagadougou. Une conférence qui a permis de comprendre les nuances entre les deux voies, syndicalisme et politique, même si toutes deux tendent à la revendication. L'exposé a fait ressortir également la nécessité de clarifier le rôle du syndicalisme dans la politique et de montrer comment éviter le mélange des genres. Fabrice Nébier, Hortense Evelyne Yélémou. La question du rapport entre syndicats et politique est évoquée très souvent dans bien de débats. Selon l'unité d'action syndicale, elle est évoquée sous forme d'accusation, d'où cette conférence publique. Beaucoup d'acteurs politiques, quand ça ne les arrange pas, on les taxe de faire de la politique, mais quand l'action du mouvement syndical les arrange, ils se taisent là-dessus. Donc nous ne sommes pas dupes, il nous appartient également d'éduquer les militants, d'autant qu'il n'y a pas une très grande limite entre le parti politique et l'organisation syndicale. À la question de savoir s'il est interdit aux syndicats de s'intéresser à la politique, la réponse est non, car le syndicat a un rôle de veille sur les actions politiques. Le champ commun comprenait très bien que l'ensemble des mesures politiques qui sont prises ont un impact, qu'on le veuille ou pas, sur la vie des citoyens. Donc il appartient aux dirigeants syndicaux, à l'organisation syndicale, de se donner les voies et moyens, de s'éduquer, de faire en sorte à être à la hauteur de l'analyse critique de l'ensemble des décisions politiques qui sont prises et de mesurer l'impact sur les populations et prendre position. Et ce ne sont pas les participants à cette conférence qui diront le contraire. La leçon a été apparemment bien assimilée. J'ai trouvé que la conférence était bien, voilà, parce que ça m'a permis de replonger dans l'histoire et puis de comprendre ce qui s'est passé le 3 janvier 1966 avec Maurice Yamego. Le syndicat qui se dit qu'il ne fait pas la politique se trompe.
il doit bien évidemment faire la politique parce qu'il doit jouer le rôle de contre-pouvoir. En un mot clair, on peut dire qu'il n'y a pas de barrière entre syndicats et politique. Seulement qu'on invite les syndicats à faire de la bonne politique et non la politique politicienne pour soutenir un régime en place. Une chose est sûre pour Bassol Mabazi, conférencier, c'est un droit pour le syndicat de s'intéresser aux actions politiques. Mais le syndicat ne peut prétendre en aucun cas à un poste politique. En culture, que se passe-t-il lorsque 5 hommes, tous décédés de manière très différente, doivent s'affirmer après la mort sur une zone déserte dans l'au-delà? C'est à cette question existentielle que le CITO, le Carrefour international de théâtre de Ouagadougou, invite le public à trouver les réponses en ce début d'année. Pour sa première sortie de 2016, le CITO commence avec une pièce qui interpelle les consciences sur le vivre ensemble. Aruna Mare a assisté hier à la grande première de cette pièce, émotions et commentaires. À l'affiche ce soir du CITO, le Carrefour international de théâtre de Ouagadougou, la grande première de la pièce à tout jamais. Nous sommes dans l'au-delà. 5 morts d'horizons divers avec des sentiments, leur goût de la vie et des croyances se retrouvent. Leur défi, s'affirmer et vivre ensemble. Moi, mon fils là, oui, tout le temps il veut porter les chaussures de ses grandes sœurs. Je l'en ai vite empêché. Le premier blanc là, il est assis. Moi je croyais que c'est un masque, alors que c'est un blanc. Il y a un autre qui est habillé en blanc là. Je crois que c'est un masque qu'on a recouvert de tissu, alors qu'il est vivant. Donc ça là, si je me souviens, ça me fait rire. Et je suis très content. Ces différents protagonistes, au parfum de l'actualité à tout point de vue, se trouvent pris au piège de leur propre système. Ce voyage initiatique dans l'univers des morts est un projet mis en route par 2 structures. Le CITO et Cook Productions de la Suisse. Nous, on a imaginé notre au-delà avec ces hommes. Et naturellement, on a aussi voulu dire que l'homme actuel, c'est toujours lui encore qui gère toutes les choses politiquement, socialement, et peut-être aussi ça, il faut un peu changer. Roger Nideguer n'est pas à sa première expérience. Il a déjà coproduit plusieurs pièces de théâtre à Ouagadougou. À tout jamais est à découvrir aussitôt jusqu'au 23 janvier. Et puis à l'étranger, El Capo est aux arrêts. Le baron de la drogue du Mexique, Joaquim Guzman, alias El Capo, a été arrêté hier par la police mexicaine dans un hôtel au nord-est du pays. Cela fait 6 mois que la police mexicaine le cherchait après son évasion spectaculaire d'une prison de haute sécurité. Le président mexicain a salué le travail de la police et des renseignements qui a permis son arrestation. Les États-Unis, qui réclament depuis son extradition, ont exprimé leur satisfaction. Le baron de la drogue Joaquim Guzman, alias El Chapo, interpellé par la police mexicaine 6 mois après son évasion spectaculaire de la prison de haute sécurité où il était détenu. El Chapo a été retrouvé alors qu'il vivait dans un hôtel près de Los Mochis, une localité du nord-ouest du Mexique, dans sa région natale de l'État de Sinaloa. Le président mexicain Enrique Peña Nieto a le premier informé de l'arrestation du narcotrafiquant, d'abord sur son compte Twitter avant de s'exprimer devant la presse. Durant des mois, nous avons réalisé avec beaucoup de précaution un travail de renseignement et d'enquête criminelle qui a permis de désarticuler le réseau d'influence et de protection de ce délinquant. Les États-Unis ont exprimé leur satisfaction pour l'arrestation de ce narcotrafiquant dont ils réclament l'extradition. À 58 ans, El Chapo s'était déjà évadé une première fois en 2001 d'une prison mexicaine en se cachant dans un panier de linge sale. Il avait alors repris la tête du cartel de Sinaloa pendant 13 ans avant d'être arrêté en 2014, puis de s'évader en juillet dernier en empruntant un tunnel qui débouchait dans sa cellule. Et puis en Égypte, 2 hommes armés ont attaqué un hôtel touristique dans la station balnéaire de Hurghada. 3 vacanciers ont été blessés, un des assaillants a été tué et l'autre grièvement blessé et entre les mains de la police. 2 hommes armés ont attaqué un hôtel touristique de la station balnéaire de Hurghada sur la côte de la mer Rouge en Égypte. 3 vacanciers sont blessés. Selon les premières informations, il s'agirait d'un Suédois et de 2 Autrichiens. Un des assaillants a été abattu par la police. Quant à l'autre, il a été gravement blessé.
Ils sont arrivés en bateau par la mer arborant un drapeau noir, des armes et munis d'une ceinture explosive selon certains témoins. Mais les versions se contredisent. Le ministère du Tourisme égyptien, lui, ne fait état que d'une attaque à l'arme blanche. Hier, toujours en Égypte, c'est un bus de touristes israéliens qui a été pris d'assaut près des pyramides de Gizeh. Plusieurs personnes ont tiré des pétards et des cartouches de chevrotine selon les autorités égyptiennes. L'attaque n'a fait aucune victime. Le bus qui était stationné devant un hôtel était presque vide. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque dans un communiqué. On termine ce journal par la revue de presse. La revue de presse des hebdomadaires cette semaine est consacrée au journal du jeudi qui revient sur la majorité formée à l'Assemblée nationale par le MPP et ses alliés. L'hebdomadaire satirique se questionne également sur l'avenir des membres de l'équipe dirigeante de la transition qui s'est achevée le 29 décembre 2015. Revue de presse signée ici, Issa Lankwande. Le journal du jeudi revient sur la question de la majorité présidentielle formée par le MPP et ses alliés à l'Assemblée nationale. Une majorité complexe, affirme Gigi, du fait de l'hétéroclisme de ses acteurs. Si elle vise à conférer au président Roch les clés du plein exercice du pouvoir, cette majorité aura cependant besoin d'être surveillée comme du lait sur du feu, lance l'hebdomadaire satirique, tant il sera difficile de trouver le bon équilibre entre les partis formant son socle. Pour que la majorité ne soit pas des plus instables, il n'y aura pas mieux que Salif Diallo pour concilier les positions et trouver un terrain d'entente. L'homme est connu pour être un fin politique et dans un contexte où les alliés ne voudront pas perdre leur âme en accompagnant simplement le MPP dans la gestion des affaires, Salif Diallo devra user de ses talents pour maintenir cette majorité et pour arrondir les angles au profit de son camp. Cela passera aussi peut-être par la participation des alliés au gouvernement. Le nouveau Premier ministre est attendu sur la question pour des actes forts à même de marquer la rupture d'avec l'ancien système et de poser les bases de l'espérance nouvelle. Autre sujet dans les colonnes de Gigi, quelle destination pour le trio KZS, des initiales des principaux acteurs de la transition politique qui vient de s'achever. De l'avis du dromadaire, leur CDD ayant expiré, chacun d'eux a le loisir de se trouver d'autres champs de tir professionnels. Quel point de chute pour Kafando, Gigi croit savoir que l'homme louvoirait du côté des nouvelles autorités, auprès desquelles il s'est dit disposé pour accompagner en cas de besoin. Que dire de Yacouba Isaac Zila, l'ancien Premier ministre? Diplomatie, politique, mécénat ou tout cela à la fois, s'interroge Gigi. Le dromadaire dit être certain que le général 3 étoiles n'a aucune envie de retourner dans les casernes. Quant à l'ancien président du CNT, Chérif Sy, on attend également de connaître son point de chute. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.